Alors, imaginez une entreprise française. Elle est au bord du gouffre. Que se passe-t-il à ce moment précis? Eh bien, la loi ne propose pas une seule porte de sortie, mais tout un carrefour. On va explorer ensemble ces différents chemins, de la tentative de sauvetage jusqu'à la fin inévitable du parcours. C'est la question qui empêche de dormir. Quand on ne peut plus payer ses dettes, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que tout un engrenage juridique se met en marche. Un mécanisme assez complexe, c'est vrai, mais qui a des buts bien précis. Gérer la crise, bien sûr, protéger ceux à qui on doit de l'argent, et puis parfois tenter le tout pour sauver les meubles. Allez, on commence par le début, première partie, quand ça commence à aller mal. Parce que oui, tout commence bien avant d'arriver devant un juge. Ça démarre quand les difficultés s'accumulent et qu'on sent qu'on s'approche dangereusement de la ligne rouge. À ce stade, ce n'est plus juste une affaire privée. Non, ça devient l'affaire de la justice. On entre dans ce qu'on appelle les procédures collectives. Et pourquoi collectives? Eh bien tout simplement parce que le but, c'est de traiter tous les créanciers ensemble, de façon équitable. On organise le paiement de tout le monde de manière juste et ordonnée. On passe à la deuxième partie. Et là, attention, on aborde le concept central, le véritable point de non-retour. C'est le seuil technique, le moment juridique qui va tout décider. C'est l'interrupteur qui lance toute la machine. Ça s'appelle l'état de cessation des paiements. En jargon, on dit ECP. C'est quoi concrètement? C'est le jour où l'argent qu'on a sur le compte, plus les lignes de crédit qu'on peut utiliser, eh bien, ça ne suffit plus pour payer les dettes qui tombent maintenant. On ne parle pas des factures du mois prochain, on parle de ce qui est dû là tout de suite. Alors, pour savoir si on y est, c'est presque un calcul tout simple. D'un côté, on met l'actif disponible. C'est le cash, l'argent qu'on peut mobiliser tout de suite. De l'autre côté, on a le passif exigible. Ça, c'est toutes les dettes qui sont arrivées à leur date limite, les fournisseurs, les salaires, les charges. Et hop, on compare. Si la pile de dettes est plus haute que la pile de cash, on y est. On est en cessation de paiement. Et là, il faut bien comprendre un truc. Il y a une urgence absolue. La loi est très claire. Le dirigeant a 45 jours top chrono, pour aller déclarer cette situation au tribunal. S'il ne le fait pas, ce n'est pas juste un oubli, non, c'est considéré comme une faute de gestion. Et ça peut coûter très très cher personnellement. Ok, on arrive à la troisième partie. C'est la croisée des chemins. Une fois que la situation est sur la table, que la cessation des paiements soit là ou qu'on l'anticipe, il y a 3 routes possibles. Pas 4, 3. Sauver, redresser ou liquider. Pour que ce soit bien clair, on va faire une petite analogie avec la médecine. La procédure de sauvegarde, c'est un peu comme les soins préventifs. On se sent mal, on va voir le docteur avant la crise cardiaque. Le redressement judiciaire, là on est aux urgences. L'entreprise est sur la table d'opération, on tente la chirurgie de la dernière chance. Et la liquidation, là c'est les soins palliatifs. Il n'y a plus rien à faire pour sauver le patient, on accompagne la fin. En fait, tout repose sur 2 questions, un peu comme un arbre de décision. Première question, est-ce que oui ou non on est en état de cessation des paiements? Deuxième question, si oui, est-ce qu'il y a encore une lueur d'espoir, une chance de s'en sortir? C'est la réponse à ces 2 questions qui va aiguiller vers la bonne procédure. Ce tableau résume tout parfaitement. Regardez, la sauvegarde, c'est l'option prévention. On n'est pas encore en cessation de paiement et le but, c'est de se réorganiser pour éviter le pire. Le patron garde les clés. Ensuite, le redressement. Là, on est en cessation de paiement, mais on pense qu'on peut s'en sortir. L'objectif, c'est de continuer à tourner tout en remboursant. Par contre, le patron n'est plus seul à décider. Et enfin, la liquidation. Là, c'est terminé. On est en cessation sans espoir de retour, on arrête tout, on vend ce qui reste et le dirigeant est complètement écarté. Bon, passons à la 4e partie. Parce que dans cette histoire, le dirigeant n'est pas tout seul face à la tempête. Pas du tout. Le tribunal va nommer toute une équipe de professionnels pour piloter le navire. On a 3 personnages principaux dans ce casting. D'abord, le juge-commissaire. C'est l'arbitre du match. Son rôle, c'est de s'assurer que les règles du jeu sont respectées. Ensuite, le mandataire judiciaire. Lui, c'est l'avocat des créanciers. Il est là pour représenter tous ceux à qui l'entreprise doit de l'argent. Et enfin, l'administrateur judiciaire. C'est le copilote. Il vient épauler, surveiller et parfois même remplacer le dirigeant. Maintenant, attention, on va parler d'un truc un peu spécial, une sorte de machine à remonter le temps judiciaire. Parce que le tribunal ne se contente pas de regarder la situation actuelle, non. Il va regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé bien avant que tout n'éclate. Ça porte un nom assez parlant, la période suspecte. Comment ça marche? Le juge va d'abord fixer la date de la cessation des paiements, et il peut remonter jusqu'à 18 mois en arrière.
Cette période, elle court de cette date passée jusqu'au jour où la procédure est officiellement ouverte. Et pendant ce temps, on va passer au peigne fin toutes les opérations de l'entreprise. Le but, vérifier que le dirigeant n'a pas fait des choses, suspectes. Prenons un exemple, ce sera plus simple. Imaginez un dirigeant qui sent le vent tourner. Il se dit « Oula, ça va mal finir, je vais vite rembourser le prêt que mon beau-frère m'a fait avant de payer mes fournisseurs. » Si ce remboursement a été fait pendant la fameuse période suspecte, le tribunal peut tout simplement l'annuler. L'argent revient dans les caisses et il sera réparti entre tout le monde de manière juste. C'est le principe de l'égalité des créanciers. Allez, dernière partie. Et là, on va parler des conséquences. Parce que tout ça, ce n'est pas un jeu, ça a des impacts très lourds, et en particulier pour le dirigeant, surtout s'il a commis des fautes. Il y a une véritable escalade dans les sanctions. Premier niveau, la responsabilité financière. Si on prouve qu'une faute de gestion a aggravé les dettes, le tribunal peut dire au dirigeant « Maintenant, vous payez la différence avec votre argent personnel ». Deuxième niveau, les sanctions professionnelles. Là, on parle de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. En clair, on vous interdit de redevenir patron. Et tout en haut de l'échelle, on bascule dans le pénal. C'est ce qu'on appelle le délit de banqueroute. Et là, on ne parle plus d'erreurs, même graves, on parle de fraude pure et simple. C'est le dirigeant qui a planqué des actifs, qui a maquillé les comptes ou qui a inventé des dettes pour tromper tout le monde. Là, la justice ne rigole plus du tout. Ce n'est plus une affaire commerciale, c'est une infraction pénale. Et les conséquences, c'est la prison et de lourdes amendes. Et finalement, tout cet arsenal juridique nous amène à une question de fond. Est-ce que le but de tout ça, c'est de protéger l'économie, de donner une seconde chance aux entreprises qui trébuchent, ou est-ce que c'est avant tout un système pour punir l'échec et sanctionner la faute? Trouver le juste milieu entre la main tendue et le marteau de la justice, c'est sans doute tout l'enjeu du droit des entreprises en difficulté.